Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire dédié au vaste sujet du congé menstruel. Congé menstruel entre guillemets parce que c'est un mot valise qui revêt plein de réalités différentes dont on va parler avec nos invités du jour. Je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous regardent et évidemment à toutes les personnes qui partagent le tour de table aujourd'hui. Je vais me présenter très rapidement et puis après, je vais proposer un petit tour de table à chacun pour se présenter. Je m'appelle Marine, je travaille chez Liv et je m'occupe de tout ce qui est contenu chez Liv. Je vous expliquerai un tout petit peu plus tard et très rapidement ce qu'on fait chez Liv. Mais je vais souhaiter la bienvenue à nos porte-paroles, intervenants, invités du jour, à commencer par Chloé. Bonjour, enchantée, Chloé Bonnet, directrice générale de Liv. Je passe la parole à Emmanuel. Bonjour, Emmanuelle Lièvremont, en charge des politiques de santé et de qualité de vie au travail pour le groupe L'Oréal. Enchantée. Nicolas, vous voulez y aller? Avec plaisir, Chloé. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Nicolas Héron, directeur des affaires sociales, de la communication interne et du CARE pour Métro France. Xavier, à vous. Et bonjour à tous, Xavier Molinier, je suis le DRH de Good Days, une entreprise donc qui vend une solution d'expérience client. Et Laura. Et je vais finir par me présenter. On accueille encore beaucoup de personnes qui se connectent. Je suis Laura Cassata, je travaille chez Liv en tant que responsable marketing et marque. Et le message que je veux vous passer aujourd'hui pour l'organisation, c'est que vous pouvez nous poser toutes vos questions en commentaire. On aura un temps de questions-réponses à l'issue de l'échange. Voilà, je prends note de vos questions et on les transmettra à la fin, elles seront posées. Eh bien, merci à tous d'être présents, les personnes présentes à l'écran et les personnes présentes derrière l'écran qui continuent à arriver. On est très heureux de vous savoir nombreux ici pour parler donc de ce sujet vaste et riche et sur lequel il y a pas mal de choses à dire, qui est le congé menstruel. Alors donc nous, Liv, avons décidé d'organiser ce webinaire parce que c'est un sujet qui nous questionne et sur lequel on s'est pas mal penché, intéressé. Liv, pour resituer un petit peu, c'est une application mobile pluridisciplinaire qui est dédiée à l'endométriose. L'endométriose qui est donc une maladie chronique inflammatoire gynécologique qui donc peut avoir pas mal de liens avec le sujet congé menstruel, comme on en discutera dans les prochaines minutes. Et cette application, elle a été développée par des femmes atteintes d'endométriose, pour toutes les femmes atteintes d'endométriose. Notre objectif, c'est de leur donner tous les outils nécessaires pour améliorer avec des moyens du quotidien, leur qualité de vie sur un certain nombre d'axes divers, donc la connaissance de la maladie, l'alimentation, l'activité physique, la vie affective et sexuelle et aussi le bien-être mental. Donc sur tous ces sujets-là, on va leur fournir de l'information et aussi des outils qui vont leur permettre de mettre en place des nouvelles routines et des nouvelles habitudes au quotidien. Le but étant d'améliorer leur qualité de vie à la fois personnelle, mais aussi professionnelle. Et c'est le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, la vie professionnelle des femmes atteintes d'endométriose, mais aussi des femmes sujettes aux douleurs qu'on appelle les dysménorrhées, aux douleurs liées aux règles. Et voilà, donc c'est le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Pourquoi nous, on a décidé d'en parler? Déjà, de par la nature de nos activités, par le fait qu'on baigne pas mal dans ce sujet-là, qu'on est aussi une entreprise avec un certain nombre de personnes qui sont atteintes par la maladie. Bref, c'est un sujet qui nous a beaucoup questionné, comme je le disais tout à l'heure. Et on s'est dit que pour en parler, il fallait qu'on s'entoure de personnes qui s'étaient frottées à ce sujet-là, qui s'y étaient intéressées et qui s'y étaient attaquées, je dirais même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ce joli plateau
avec nous. Je vais commencer par me tourner vers Chloé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui nous a mené à organiser cet événement et surtout à nous questionner sur ce sujet-là et pourquoi on est là aujourd'hui? Oui, avec grand plaisir. Alors nous, du coup, on est en train de construire une entreprise en santé des femmes sur l'endométriose avec des patientes. Donc, bien sûr, on a beaucoup de personnes qui nous disent, évidemment, vous avez mis en place le congé menstruel, c'est une évidence. Et on a aussi nos clients, entreprises, partenaires, qui s'interrogent sur ces sujets. Alors, chez Liv, on n'a pas du tout choisi de mettre en place le congé menstruel de par la nature de la pathologie et puis aussi notre modèle, on va dire par défaut. On est une entreprise où les patientes sont au cœur de l'ADN depuis le début. Et je le redis en introduction, l'endométriose, ce n'est pas uniquement des douleurs de règles et ce n'est pas uniquement cette vision qu'on a parfois de la maladie de 3 jours par mois où la personne ne peut pas travailler. C'est une maladie plus complexe et avec un spectre de symptômes qui est beaucoup plus vaste. Et surtout, ce qui ne facilite pas le sujet de la vie au travail, c'est une maladie très variable d'une personne à l'autre, avec des symptômes et des niveaux, on va dire, d'invalidité qui sont extrêmement variables. Une femme, une endométriose. Donc nous, on a plutôt travaillé le sujet pour Liv sur le modèle d'organisation. Alors nous, on a beaucoup de chance, hein, on part d'une feuille blanche. Et donc, on peut construire aussi comme on veut. On est dans le tertiaire. Enfin, tout ça, bien sûr, a un impact. Mais on a plutôt choisi d'être fondé finalement sur 2 principes qui sont l'hyperflexibilité du travail et la confiance et l'engagement de chacun sur ses objectifs. Et du coup, on n'a pas tellement traité ce sujet d'absence, mais plutôt ce sujet d'accompagnement, on va dire, individuel des personnes, plutôt qu'un cadre aujourd'hui précis. Mais encore une fois, on sait très bien que nos clients et partenaires ne sont pas confrontés aux mêmes problématiques, notamment quand on peut discuter avec, par exemple, Emmanuel chez L'Oréal. On n'est pas sur les mêmes échelles. Et donc, c'est très intéressant aujourd'hui de voir comment ce sujet-là peut s'adapter et trouver sa place dans les différentes organisations. Ce sujet, il nous questionne encore beaucoup, comme le disait Marine, bien évidemment. Il y a notamment 3 questions qui se posent et que je soumets là parce qu'on pourra en reparler. La première, c'est vraiment comment on arrive à accompagner, à soutenir en santé dans l'entreprise sans stigmatiser et en protégeant le secret médical. Donc là, c'est un premier point de tension. Le deuxième point, qui est aussi un point, j'ai envie de dire, une vision quasiment politique du sujet, c'est la question de la responsabilité. Est-ce que c'est aux entreprises d'éclairer, et on en reparlera, je sais que notamment Nicolas a des points de vue là-dessus, d'éclairer les pratiques du système public auquel nous, on reste en tant qu'entreprise de santé, bien sûr, très, très attachés. Est-ce que c'est à l'entreprise seule, à l'acteur économique finalement, de porter ce sujet, s'il vient en complément, surtout sur des sujets de prévention qui aujourd'hui ne sont pas très bien portés au niveau public. Le but étant bien sûr d'éviter de se retrouver un jour, in fine, dans un système de médecine au cas par cas, où on est mieux traité dans l'entreprise A que dans l'entreprise B, parce qu'on croit encore dans un système d'accès aux soins pour tous et d'équité. Et puis le dernier point, c'est qu'avec le congé menstruel, on vient acter les conséquences des douleurs. Et la question un peu ouverte, c'est quid de la prévention et de l'action sur les causes. Et donc ça, on pourra également en reparler dans ces différents échanges. Et donc, je laisse la parole sans plus attendre parce que j'ai parlé 1 minute de trop. Ça va, on est bon. Je reprends rapidement la parole pour donner la parole à tout le monde maintenant. Je vais vous lancer sur un certain nombre de sujets. On va aller dans l'ordre, on va dire, presque chronologique. Donc, on va commencer par le thème de la genèse. Comment est-ce que c'est le sujet du congé menstruel ou le nom qu'il porte au sein de vos entreprises a émergé chez vous et quelles ont été un peu les réflexions préalables sur ce sujet-là. Je propose à Emmanuel
de nous répondre en premier, puis ensuite à chacun de rebondir sur ce sujet-là. Merci Marine. Alors, la genèse à L'Oréal, en fait, la première chose que je souhaitais dire, c'est que l'attention portée aux collaborateurs et aux collaboratrices, c'est pas, voilà, c'est dans notre ADN, ça fait depuis de très nombreuses années qu'on essaye d'accompagner chaque collaborateur sur tous les moments de la vie qu'il traverse, des moments qui peuvent être très heureux comme la construction d'une naissance, comme des moments malheureusement plus difficiles liés à des problématiques de santé ou de vieillissement de leurs proches. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on a dans nos effectifs entre 50 et 60-70% de femmes, des jeunes femmes jusqu'à des femmes plus mûres. Et on a forcément focalisé davantage sur la question de la santé des femmes aussi, parce qu'on s'aperçoit que ben voilà, elles sont peut-être dans l'expression, elles nous disent un peu plus que les hommes, voilà, les difficultés qu'elles peuvent traverser en termes de santé. Et toujours avec cette idée de porter une attention, on s'est dit, ben, il y a tout ce moment avec la grossesse, l'arrivée de l'enfant au foyer et autres, mais on essaye au fil des ans de stretcher finalement cette période en allant vers une parentalité qu'on appelle un peu plus 360. Et dans la partie la plus, j'allais dire, amont, il y a finalement tout ce qui va concerner la conception de l'enfant, éventuellement les difficultés que les femmes vont traverser. Et donc, on a pris l'initiative, en fait, c'était en octobre 2022, de proposer, en fait, pour toutes les collaboratrices qui traversaient, alors nous, on a pris l'angle de l'endométriose aussi, je vais expliquer pourquoi, on a proposé 3 jours d'absence médicale autorisée pour leur permettre de faire face avec davantage de sérénité quand elles sont empêchées au quotidien de venir travailler. Alors, pourquoi 3 jours et pas plus? Je vais vous dire, moi, j'ai appris le principe des petits pas. On a commencé avec 3 jours. Je vais dire, je m'interroge sur le bon nombre. Je ne sais pas lequel c'est. Et en tout cas, on est parti du principe qu'une des responsabilités de l'entreprise, c'était de prendre conscience de l'impact de ce phénomène sur l'activité professionnelle et le travail, davantage que de considérer que le congé menstruel, finalement, c'est quelque chose qui est, je vais dire, presque ancestral, qui a toujours existé chez les femmes. Et donc, en fait, voilà, que vous soyez dans la vie active ou pas. Et donc, on n'a pas souhaité prendre l'angle, j'allais dire, du congé menstruel, mais plutôt qu'est-ce qui empêche quelqu'un de venir exercer sa responsabilité. Et puis, comme on n'était pas, voilà, on est dans une approche globale et il ne s'agit pas de donner des jours pour donner des jours. En fait, on a construit un partenariat avec, notamment avec Chloé et l'équipe pour pouvoir accompagner les femmes de façon plus large. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'une question d'être empêchées de venir travailler, c'est comment on peut les aider à mieux traverser le quotidien quand celui-ci est éprouvant. Et donc, en fait, on a mis en pilote la solution proposée donc, par l'équipe de Liv, qu'on va étendre à compter de 2024 à l'ensemble des collaboratrices qui vont témoigner et nous indiquer qu'elles sont porteuses, entre guillemets, d'endométriose. Donc, en fait, la genèse, c'est l'incrémentation progressive, en fait, aussi de signaux qu'on reçoit de la société civile. L'entreprise n'est pas imperméable, ce n'est pas 2 mondes séparés et on voit les sujets qui sont aujourd'hui des sujets de préoccupation sur lesquels il y a plus ou moins d'engagement aussi de la partie État avec le plan santé. Et donc, c'est comment on peut s'en faire le relais sans être pour autant contre-productif pour l'emploi des femmes. Et là, volontairement, je suis un peu provocatrice dans ma question. Mais voilà, est-ce que l'approche congé menstruel, elle n'a pas d'autres inconvénients aussi que simplement donner des jours? Voilà, est-ce que c'est quelque chose qu'on veut véhiculer pour l'emploi des femmes pour le futur? Donc, on en parlera avec mes collègues qui sont là pour se dire quelle est leur vision. Et en tout cas, moi, j'ai
C'est l'idée de on avance et on apprend en marchant. Et je reviendrai dans un second temps sur quelles dispositions on a mis en place pour préserver ce que disait Chloé, qui est le secret médical et l'intimité aussi des femmes. Merci beaucoup, Emmanuel. Nicolas, est-ce que vous voulez vous lancer? Ah, on ne vous entend pas. Je pense que le micro est encore coupé. C'est bon. Ça devrait être mieux. Écoutez, je vais essayer de marcher dans les petits pas d'Emmanuel au niveau de L'Oréal, dans le sens où je suis en effet très en phase pour beaucoup de choses par rapport à ce qui vient d'être dit. Au niveau de Métro France, alors, juste pour resituer, on est à peu près 10 000 salariés. 85% de notre population est une population d'employés, et hormis finalement le siège social, sur 99 points de vente, donc 99 halles aux 4 coins de la France. On a mis en place il y a un petit peu moins de 2 ans maintenant le congé menstruel au niveau de Métro France. On va dire la genèse, elle est double. Elle a à la fois des convictions, et on doit le dire, très personnelles au niveau de l'équipe RH et autres. Et puis surtout, d'avoir eu des petits bruits de fond. On va beaucoup sur le terrain, on échange beaucoup avec nos salariés. Et par rapport à une entreprise, à l'instar de L'Oréal, où on a mis en place beaucoup de dispositifs visant à privilégier la santé des femmes au travail, c'est vrai qu'à titre personnel, j'entendais souvent des douleurs pénibles, des troubles hormonaux, de la gêne épuisante, un sentiment de mal-être, mais également, disons les choses, des remarques désobligeantes. Il faut bien dire que la liste était malheureusement longue pour décrire les conséquences d'un sujet tabou qui était les menstruations pour de très nombreuses femmes. Et donc, on a décidé, il y a 2 ans, avec les partenaires sociaux, en tout cas, de lever un petit peu ce tabou. Donc, on a à la fois travaillé avec le corps médical, à la fois, et peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard, avec des associations féministes pour mettre en place notre dispositif, donc, qui octroie 2 jours de congé menstruel, on va l'appeler comme ça pour faire simple, par mois à nos collaboratrices qui souffrent de règles incapacitantes. En quelques mots. Merci beaucoup. Xavier, c'est à vous. Oui, beaucoup de choses ont déjà été dites. Je représente, alors face à L'Oréal, Métro, Good Day, c'est une plus petite entreprise, on est une centaine de personnes, plutôt basée France, Paris, Lille et puis quelques personnes à l'étranger. Voilà, donc on a effectivement un spam qui est un peu moins, je représente un peu le monde des scale-up, on va dire, de la tech ici. Sinon, la genèse est la genèse est assez simple, hein. La genèse, on est une entreprise dans laquelle notre volonté est tournée vers le plaisir au travail. Ce qu'on veut, c'est que les salariés qui viennent travailler viennent avec plaisir, hein, tout simplement, viennent pas à reculons, et puissent trouver par l'entreprise un moyen de se développer, de se réaliser professionnellement. Hein, c'est vraiment le fondamental. C'est par ce biais-là qu'on arrive à avoir une vie d'entreprise qui est à la fois sociale, cohérente et humaine. Hein, donc c'est assez important. Et ce qui s'est passé alors après sur, je dirais, l'endométriose ou les règles douloureuses en particulier, par rapport à ça, la genèse est plutôt individuelle, dans le sens où c'est un peu comme les grandes causes. Souvent, quand il y a des choses qui ne sont pas forcément traitées par la sécurité sociale ou par la loi, on se rend compte un jour qu'il manque un truc, parce que dans notre vie familiale, personnelle, on a des personnes qui souffrent d'endométriose. Et on se dit, mais effectivement, comment est-ce qu'on fait, quoi? Parce qu'on n'a pas forcément conscience que 10% des femmes de l'entreprise sont potentiellement concernées par cette maladie. Donc voilà, donc c'est une préoccupation à la fois personnelle qui est venue en disant, ben oui, pour cette douleur-là qui est incapacitante et qui va empêcher quelqu'un de venir travailler ou qui va l'obliger à venir travailler alors qu'elle souffre, qu'est-ce qu'on peut faire puisque la loi ne prévoit rien aujourd'hui, si ce n'est de passer par des mécanismes extrêmement lourds de déclaration de handicap, etc. Donc voilà, donc on s'est dit, il faut simplifier les choses, hein, il faut faire en sorte que
je dirais, ce ne soit plus quelque chose de, voilà, pas de tabou ou de gênant, hein, mais que ça soit quelque chose de naturel et qu'on puisse permettre. Alors nous, on l'a pas appelé congé menstruel, on l'a appelé congé pour règles douloureuses pour être plus large, hein. Voilà, c'est endométriose, effectivement, ou tout type d'affection relative aux règles. Voilà, on est parti plutôt là-dessus et on a mis en place un système qui est un système très ouvert et sans contrainte d'ordre médical ou déclaratif, hein, pour pouvoir s'absenter. Ok, merci beaucoup, très clair. Ça nous donne déjà plusieurs visions du sujet. Chloé, est-ce que tu veux rebondir sur cette partie genèse? Peut-être très rapidement, parce que j'en ai déjà dit beaucoup. Effectivement, nous, on n'a pas pris le sujet sous l'angle de l'absence, mais encore, voilà, c'est lié à notre type d'organisation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se questionne beaucoup sur la notion dont on va reparler, de confidentialité, notamment dans une entreprise où nous, on est en santé. Donc, la santé fait partie des discussions, on va dire, et des réflexions courantes en termes de matière de travail, mais aussi peut-être une entreprise, du coup, où ces sujets-là sont plus discutés au niveau individuel. Donc, nous, il n'y a pas tellement de sujets de détabouiser chez nous. Il y a plus un sujet de préserver la volonté de chacun et de chacune de parler ou pas de sa santé. Parce que bien sûr, ça reste le libre arbitre de chacun de parler à l'employeur de sa santé. Donc voilà, aujourd'hui, c'est plutôt autour de ça qu'on travaille actuellement. Justement, ça me permet de rebondir sur concrètement les dispositifs qui ont été mis en place dans chacune de vos entreprises, à la fois comment ça fonctionne et à la fois effectivement cette question de la confidentialité, le secret médical. Comment est-ce que vous avez abordé tout ça et comment est-ce que vous en avez parlé aussi comment est-ce que vous l'avez déployé? Nicolas, peut-être si vous voulez commencer. En tout cas, c'est vrai que d'avoir créé ce dispositif en lien avec le corps médical et à chaque fois, je rajoute en effet les associations féministes, le sujet de la confidentialité était clé dans le sens où on voulait bien évidemment que le secret médical soit préservé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous me demandez 2 ans après, mais combien de femmes bénéficient de ces jours et de ce dispositif au sein de Métro France, la donnée, je ne l'ai pas et elle ne m'intéresse pas. On n'a pas fait ça pour avoir un magnifique tableau et d'avoir ensuite de magnifiques diagrammes. Ça ne nous intéressait absolument pas. Et ça s'est fait assez naturellement parce qu'on a posé, je pense, les garde-fous assez rapidement. C'est-à-dire qu'on est parti du principe que nous avions besoin d'un certificat médical. Pour autant, sans aucune mention en tant que telle, et on voit bien qu'avec le corps médical, il n'y a pas besoin en effet d'expliciter, et ensuite c'est directement adressé à quelques personnes, il n'y a pas besoin au niveau de nos salariés, quels qu'elles soient, d'échanger de cela avec leur manager pour éviter ce que j'ai évoqué tout à l'heure, ces remarques qui sont quelquefois un petit peu désobligeantes. Je ne sais pas si on en parlera également, mais on a remarqué que les remarques désobligeantes n'étaient pas du tout féminines, mais plutôt masculines, et je commence à jeter un petit pavé dans la mare. Mais on voulait vraiment que les femmes puissent conjuguer cette période avec leur activité quotidienne et et là, pour le coup, que tout à chacun, homme, femme, puisse admettre que cette douleur est souvent sous-estimée, voire niée, dans le sens où je connais un paquet d'hommes, et je vais me mettre dedans, si on devait vivre ne serait-ce que 10% de ces douleurs-là, je pense que tous les mois, on appellerait le SAMU très régulièrement. Donc, c'était également un moyen pour nous d'embarquer, que ce soit les femmes, mais également les hommes, l'ensemble du corps social autour de ce dispositif. Et ça s'est fait, on va dire,
assez facilement, assez naturellement, car on a donné du sens dès le début. Est-ce que je peux rebondir sur le point association féministe, parce que je sais que vous les avez consultées au moment où vous réfléchissiez au dispositif que vous alliez mettre en place ensuite, et je sais que vous vous êtes frotté à des avis qui étaient contraires, enfin qui étaient très réfractaires, et que vous êtes Absolument. allé chercher et le pourquoi du comment. Ouais, on a un petit côté maso chez nous. Non, pour être plus sérieux, on voulait à la fois se confronter à des associations féministes sur un panel assez large, y compris peut-être euh, avec celles qui avaient peut-être un discours plus radical, qui nous disaient, mais finalement, votre dispositif, vous n'allez faire que stigmatiser les femmes. Et ça, pour nous, c'était hyper important de se faire challenger de ce point de vue-là, dans le sens où on avait aucune envie, aucune volonté, ça n'était pas du tout notre politique, notre dispositif de stigmatiser et limite du pointer du doigt, d'où finalement ce secret que l'on a mis au niveau de notre dispositif et de l'aspect médical pour justement éviter qu'il y ait une quelconque stigmatisation du corps social à nouveau. Donc de se confronter finalement à d'autres corps, non pas le corps social, mais des corps associatifs ou le corps médical pour une entreprise, bah, ce n'est pas toujours non plus évident, mais on le souhaitait vraiment. En ayant une casquette en plus des affaires sociales, étant un petit peu habitué quelquefois, souvent, de discuter avec les partenaires sociaux, là j'ai rajouté une autre corde à mon arc au niveau des associations et c'était vraiment hyper intéressant. Et bien évidemment, on s'est nourri également de ces échanges pour, là aussi, un petit peu comme Emmanuel au niveau de L'Oréal, de construire ce dispositif pas à pas, petit à petit, et puis en le rendant le plus malléable qui soit dans sa construction, plutôt que d'avoir une idée en tête bien précise dès le début. Donc, il a évolué au fur et à mesure du temps, grâce à ses apports. Merci beaucoup, c'est hyper intéressant de s'arrêter sur ce point-là. Xavier, est-ce que vous voulez... Oui, tout à fait. Oui, si je peux me permettre de rebondir sur le secret médical. Nous, on a la chance, effectivement, dans un environnement plutôt scale-up, donc plutôt public cadre. Et donc, on n'a pas cet effet induit des commentaires désagréables. On est plutôt de culture, enfin, plutôt sur une population CSP+, qui est assez ouverte sur le sujet. Donc, on n'a pas choisi effectivement l'option médicale, mais l'option déclarative. Mais on n'empêche pas une femme qui le souhaite d'obtenir un certificat médical pour s'absenter de manière anonyme. Par contre, si ça l'ennuie, on voulait simplifier la procédure. Donc, si effectivement, tous les mois, aller voir le médecin pour demander un certificat médical, ça représentait un poids pour elle, elle peut tout à fait le déclarer librement en informant juste son manager, parce qu'elle est absente, donc il faut quand même informer son manager, et en informant la RH, donc la raison de l'absence reste confinée à la RH et au manager, il n'y a pas de divulgation. Et on ne tient pas de comptabilité non plus par rapport à ça, mais on observe quelque chose. Mais ce qui est rigolo aussi, pour rebondir sur ce que disait Nicolas, j'avais participé à une émission télé avec la sénatrice Hélène Canvé-Mouret. Beaucoup de partis prévoyaient de mettre en place proposer des lois où on ne voit toujours rien, mais par contre, elle disait quelque chose d'assez intéressant. Elle disait que si c'était les hommes qui avaient souffert d'endométriose, on aurait trouvé depuis longtemps les soins nécessaires pour pallier cette douleur. Voilà. On partage. Merci Xavier. Est-ce que vous aviez d'autres précisions à apporter sur la partie concrète du dispositif qui a été mis en place chez Good Days? Vous en avez déjà un peu parlé tout à l'heure, mais je ne sais pas s'il y avait d'autres points que vous vouliez apporter là-dessus. Chez Good Days? Oui. Donc, le dispositif est très simple. On est passé par une décision unilatérale de l'entreprise, qui a été présentée. On a fait procéder à l'information consultation du CSE, mais c'était l'initiative de l'entreprise de mettre cela en place. Et on permet donc aux femmes qui ont des règles douloureuses, pour quelque motif que ce soit, de pouvoir s'absenter 2 jours par mois. Alors, on est extrêmement souple. Ça peut arriver effectivement que ce soit 3 jours, 1 jour, 0 jour. Il n'y a pas de déterminisme en nombre de jours. Et ce qu'on observe depuis 1 an et demi, où on a mis en place cette mesure, c'est qu'il n'y a pas de débordement, qu'on est sur une utilisation
qui représente grosso modo les 10% de population affectée par la maladie, la population féminine affectée par la maladie. Donc, on n'a pas eu, je dirais, toutes les femmes qui se sont mises à utiliser l'absence possible. Et généralement, ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a une forme de responsabilisation, hein, puisque c'est jamais systématiquement 2 jours, ça peut être 0 jour un mois, 2 jours le mois d'après, 1 jour le mois d'après. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui a été adapté à la réalité de la douleur et qui correspond bien évidemment donc à un vrai besoin. Merci beaucoup pour ces précisions. Emmanuel, je vous redonne la parole justement sur revenir un peu plus dans le détail sur le dispositif concret mis en place chez L'Oréal et puis peut-être aussi rebondir sur ce sujet de la confidentialité et du secret médical. Alors, comment ça se passe à L'Oréal? Alors, c'est un peu un mixte de ce que j'ai entendu de la part de Nicolas et Xavier. Déjà, il y a plusieurs choses. Donc je vous décris et puis après, je reviendrai sur la question association féministe ou d'autres en termes de culture. Donc, en fait, une collaboratrice qui souffre d'endométriose, avec ce que ça veut dire aussi en termes de douleur, c'est-à-dire dès l'instant où il y a un mot qui peut être posé. En fait, on a la chance d'avoir des médecins du travail qui couvrent toute la France. Et donc, en fait, elles vont voir le médecin du travail. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que souvent, le médecin du travail connaît déjà. Quand il connaît sa population, il sait déjà, parce qu'elles étaient déjà repérées, elles avaient déjà évoqué le sujet. Et en fait, le médecin du travail délivre une fois par an un certificat d'autorisation d'absence médicale, sans dire quoi que ce soit d'autre. Mais il y a, entre guillemets, un blanc-seing qui est donné par la médecine du travail et qui permet à la collaboratrice, le jour où elle est empêchée de travailler, de le joindre comme un justificatif. Donc, en fait, ça nous permet, pour nous, c'était important pour plusieurs raisons. La première, bien sûr, le secret médical. Il est hors de question qu'on affiche la pathologie. Et il se trouve qu'on l'a étendu à d'autres infections. Et donc, il y a encore plus question de protéger le secret médical. La deuxième, c'est qu'en fait, il y avait un objectif aussi de respecter une forme d'intimité et de non-stigmatisation de la collaboratrice. Et donc, en fait, le certificat, il ne doit pas mettre en évidence ce sur quoi, voilà, à un moment donné, elle doit se sentir confortable. Et donc, si on commençait à aller au-delà dans un autre process, quoi qu'on en dise, à un moment donné, on n'échappe pas aux commentaires plus ou moins agréables sur le sujet. Et puis, il y avait un troisième objectif, c'est qu'en fait, on ne voulait pas réduire le sujet à simplement de l'absence et de la gestion de l'absence. En fait, en les obligeant à passer, entre guillemets, par la case médecine du travail, elles vont recevoir davantage finalement en termes d'accompagnement pour connaître un petit peu qu'est-ce qu'elles ont mis en place, est-ce qu'il y a des solutions, en quoi ça les empêche, etc. Et donc, c'était pour nous important de pouvoir être dans un accompagnement un peu plus global et plus humain que simplement j'envoie mon justificatif parce que ce jour-là, je ne peux pas venir travailler. Et donc, pour répondre à aussi, en fait, elles ne vont pas à chaque fois voir le médecin pour avoir un justificatif. En fait, elles ont un justificatif neutre qui les autorise à s'absenter en début d'année et elles le joignent le jour ou les demi-journées où elles sont empêchées de venir travailler. Je voulais rebondir sur la question effectivement de la stigmatisation et je vais l'ouvrir de façon peut-être plus large parce que nous, c'est des questions qu'on se pose et que moi, en tout cas, je me pose. C'est est-ce qu'en prenant l'angle, il me semble qu'en prenant l'angle de la souffrance, et c'est un peu ce qui a été adopté dans les 2 autres entreprises qui témoignent, je pense qu'on évite l'écueil qui consiste à faire des femmes un objet fragile qui, tout au long de sa vie, va devoir s'absenter. Donc, je prends la place d'un homme pendant quelques temps, qui sont quand même encore aujourd'hui, pour grande partie, à la tête d'entreprise, en situation d'embaucher, etc.
c'est clair que si on prend un angle qui consiste à dire quand j'ai des règles, en gros, c'est pendant allez, 20 ans de sa vie, voire un peu plus, j'ai des jours d'absence. Et ça commence quand vous embauchez la personne, où elle va tous les mois s'absenter, que parallèlement à ça, elle va vous faire quelques heureux événements avec une maternité, puis on va finir avec la ménopause où elles ont les bouffées de chaleur, elles vont plus être bien, etc. Je pense qu'à ce moment-là, on va effectivement plus dans le contre-effet en matière d'emploi des femmes, alors qu'en prenant l'angle qu'on a adopté, qui me semble être l'angle plutôt de la santé des femmes, et ce n'est pas la santé au sens toutes les femmes sont porteuses, entre guillemets, toutes les femmes ont des congés menstruels, mais elles ne sont pas toutes empêchées à ce moment-là parce qu'il y a une vraie souffrance en matière de santé. Je pense qu'en prenant cet angle, on évite probablement les effets contre-productifs à moyen et long terme que j'évoquais. Donc voilà, et il se trouve que ça sera à l'occasion de cet entretien avec le médecin du travail que leur sera proposé d'être accompagné avec la solution Live. Voilà, c'est en fait le lien, il est tissé, noué, et en fait c'est par leur intermédiaire, et au global, en fait, elles se sentent assez en sécurité pour dire les choses parce que justement elles sont protégées par la bienveillance médicale. Je vais rebondir là-dessus et je pense qu'on est assez alignés sur ces sujets dont on a déjà eu l'occasion de discuter. Je pense qu'il y a un sujet sur l'appellation congé menstruel en fait qui nous, qui nous dessert certainement un peu. En plus, ça a été énormément médiatisé. Nous, ce qui nous fait tilter sur le sujet, c'est que soit ça implique que les règles sont nécessairement pathologiques. Et donc là, on va rentrer dans les remarques dont parlait Nicolas. Elle est énervée en réunion, elle a encore ses règles. Enfin, on les a toutes connues, hein, on ne va pas faire de langue de bois. On sait de quoi il en retourne. Et encore, la mienne là, est très soft par rapport à ce qu'on peut entendre dans sa carrière. Soit on peut aussi avoir l'effet inverse, moi qui m'inquiète particulièrement, qui est finalement de normaliser la douleur de règles. C'est-à-dire qu'en fait, en parlant de congé menstruel, on dit en fait, on acte que les femmes ont mal 3 jours par mois. D'un point de vue médical, si une personne est vraiment en incapacité de travailler 3 jours par mois, il y a probablement un besoin de début de parcours diagnostique. C'est probablement pas uniquement ce phénomène naturel. Voilà, les douleurs de règles, ce n'est pas normal. Alors après, bien sûr, vient le combat pour avoir un diagnostic et pour qu'il soit bien posé. Mais je pense que c'est un des risques aussi de glissement qui est derrière toute cette sémantique. Hein, c'est vraiment de rendre finalement cette situation qui en fait doit être travaillée en santé normale, alors qu'en fait elle ne l'est dans aucun cas. Et je rebondirai aussi sur cette notion de se sentir en sécurité dans l'entreprise pour pouvoir parler du sujet. On a parlé de détabouiser. Effectivement, je pense qu'il faut vraiment travailler avec des tiers de confiance qui peuvent être aussi extérieurs à l'intérieur de l'entreprise pour créer ces espaces un peu, ces safe space, comme disent les Américains, un peu protégés. Parce qu'on voit chez beaucoup de nos partenaires, c'est une chose de poser ce cadre et de permettre les choses. C'en est une autre d'expliquer à son manager que tout ça est normal et que je ne suis pas là 3 jours par mois. Et on peut avoir ces problèmes finalement, alors Nicolas, vous disiez que vous ne regardiez pas les chiffres, mais on peut avoir, même sans regarder les chiffres, ces problèmes de blocage au niveau organisationnel, parce qu'en fait, je vais quand même venir, je ferai ce qu'on appelle le présentéisme, hein, qui est pas du tout efficace, parce que je ne me sens pas légitime pour parler de ces sujets en entreprise. Donc, pour moi, ça va nécessairement, ce sujet, et on disait, on ne prend pas le sujet uniquement par la gestion des absences, mais plus globalement, par le fait de créer une culture dans laquelle on peut parler de sa santé si besoin, j'ai envie de dire en toute impunité, en tout cas en toute légitimité, pour arriver à trouver des solutions avec le système d'organisation.
Si Et je peux me permettre, pardon. pardon, Moi, j'ai vu j'ai- qu'Emmanuel avait levé la main, mais Oui, en fait, c'est juste pour rebondir alors, contrairement à Nicolas et Xavier, nous, on regarde les chiffres. Moi, je regarde aussi. Alors, pour deux raisons. La première, alors, comment on fait? On ne regarde pas. Il se trouve que l'autorisation d'absence médicale, elle ne vise pas que les personnes qui souffrent d'endométriose. Donc, à l'intérieur, finalement, du réceptacle, on a d'autres événements qui sont proches qui concernent la santé des femmes. On a mis en place 3 jours pour fausse couche. Voilà. Donc, on a un certain nombre de moyens de noyer finalement un peu celles qui utilisent les jours. Et pourquoi c'est important quand même déjà parce qu'il me semble qu'en tant qu'entreprise responsable, voilà, il faut assumer de donner des facilités, de la souplesse et des jours. Et puis c'est surtout, c'est pour moi, c'est un super moniteur pour me dire est-ce que c'est utilisé ou pas. Parce que si je m'aperçois que c'est pas du tout utilisé, c'est qu'on a raté quelque chose. Alors voilà, on n'a pas la même retour d'expérience puisque ça fait moins d'un an qu'on a commencé. Et voilà, moi je peux bien me fier à ce que me disent les médecins du travail en termes de nombre, etc. Mais je pense que c'est aussi à un moment donné important de se dire ce que l'on met en place, est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est connu, et plus que pour savoir combien en termes de quantité, parce que là je rejoins Xavier et Nicolas, franchement, c'est pas le sujet. On le saura bien autrement s'il y a des abus ou si c'est mal compris, etc. Mais en tout cas, voilà, moi j'ose dire, oui, on monitore. Maintenant, on essaie de poser les conditions pour monitorer avec sens tout en préservant le cadre médical et bienveillant de la démarche. Xavier, vous vouliez Oui, tout à fait. rebondir. Non, précision, donc, personnellement, je monitore aussi dans le sens où je sais combien et comment ça se passe, donc je sais que ça marche bien. J'ai eu des feedbacks aussi de jeunes femmes qui sont venues m'exprimer leur gratitude et me dire c'est la première fois qu'on me dit pas va bosser fainéante. Donc ça, c'est le plus beau des compliments. Et juste par rapport à ce que disait Chloé juste avant, ce qui est important, effectivement, nous, on a pris un axe de souffrance parce qu'on n'est pas médecin. Je dirais, voilà, pour nous, ce qui nous importe, c'est que le salarié se réalise dans son boulot et la souffrance est un frein à cette réalisation. D'où l'importance de dispositifs comme Liv, et c'est la raison pour laquelle on a monté un partenariat avec Liv et notre mutuelle pour faire en sorte que l'accès, je dirais, à la solution Liv se fasse naturellement via le panier de la mutuelle pour les femmes salariées ou les femmes des familles de nos salariés. Donc voilà, le dispositif, on a conscience qu'il faut accompagner, mais par contre, ce n'est pas forcément du ressort de l'entreprise, qu'on n'a pas cette compétence ni médicale ni sociale. Et il est important d'avoir des partenaires comme Liv, justement, pour pouvoir assurer l'accompagnement au-delà, je dirais, de l'acte de prendre décision, de considérer la souffrance comme un frein à la réalisation personnelle. Merci pour cette précision. Nicolas, est-ce que vous vouliez rebondir ou je passe à la Sur suite? le monitoring? Ben non, sur le monitoring, je sais qu'il n'y en a pas, du coup. Sur le non-monitoring, c'est intéressant. Écoutez, sur le non-monitoring, avec grand plaisir. Oui, pour nous, pour le coup, on l'assume pleinement, c'est-à-dire que c'est vraiment pas quelque chose qui nous importe. Alors, je sais bien qu'on peut paraître peut-être un petit peu en décalage par rapport à ça. Nous, on est davantage ensuite peut-être dans la perception, dans le ressenti, et notamment au niveau des échanges que l'on peut avoir régulièrement au niveau de nos halls, de nos points de vente. C'est vrai que la mise en place de ce dispositif a engendré un certain nombre de communications, d'affichages, de numéros de téléphone, et on sait que l'on est très sollicité sur le sujet. Mais pour autant, encore une fois, par rapport à l'approche qui était la nôtre, de se dire on veut faire en sorte que ce sujet qui était d'une invisibilisation persistante devienne visible, ou plutôt devienne utilisé, mais sans pour autant que l'on puisse le monitorer en disant bah, cette année c'est en augmentation. Je comprends tout à fait le point de vue des autres entreprises, mais en tout cas, on était davantage sur le fait de dire on avait ce bruit de fond,
on l'a traduit en bruit d'action, si je puis dire, à suivre ensuite au long cours. Or, ça demande, là, pour le coup, un suivi régulier. Et c'est vrai que c'est un sujet, outre celui-ci, de la santé des femmes au travail, tout simplement. Et on voulait pas juste que ce soit un coup marketing, mais que ça s'inscrit finalement dans une politique beaucoup plus globale. Merci pour cette précision. Ça me permet de rebondir sur justement les retours, parce que donc il y a cet aspect de monitorer ou pas monitorer, mais il y a quand même ces retours que vous avez spontanés, soit des personnes qui ont recours à ces dispositifs, soit des managers, soit aussi, et Nicolas, vous en parliez, un peu la réception qui a pu y avoir sur la mise en place du dispositif et est-ce qu'il y a eu aussi des dents qui ont grincé. Je pense que cette notion des retours que vous recevez, à la fois que ce soit, peu importe en fait, des personnes qui en bénéficient ou dans l'entreprise, qu'est-ce que vous avez entendu et qu'est-ce que vous pouvez nous partager à ce propos? Peut-être Xavier. Vous avez votre micro coupé encore. Pardon, ouais, excusez-moi. Non, entendu je dirais pas mal de témoignages plutôt émouvants de jeunes femmes qui constataient que c'était la première fois qu'on prenait en considération effectivement leur maladie ou leur souffrance. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Sur les retours négatifs, il n'y en a pas eu. C'est vraiment, il y a eu quelques tentatives un peu de stigmatisation, plutôt de femmes d'ailleurs en général, pas d'hommes, disant voilà, vous stigmatisez les femmes dans leurs conditions de femmes, etc. Voilà, mais ça s'est très vite passé. Il n'y a pas eu ça n'a pas été insistant. Voilà, après, pas mal de retours aussi de l'extérieur très positifs de nombreux partis politiques. On a été contactés par ELV, par le Parti socialiste, qui voulaient proposer des projets de loi. On les attend toujours. Voilà, donc, je pense que voilà, la volonté derrière, c'est de continuer à avancer, montrer l'exemple pour, je dirais, essayer de faire en sorte que nos politiques et nos députés se bougent un jour pour trouver une solution ou des solutions qui permettent de faire avancer le sujet. Merci Xavier. Nicolas, est-ce que vous voulez vous lancer sur le sujet? Bon, en tout cas, les retours, c'était et sont plutôt un merci par rapport au dispositif et par rapport à la solution proposée, que ce soit au travers de notre dispositif règles incapacitantes et puis par rapport également au dispositif que l'on a mis en œuvre concomitamment concernant les fausses couches et notamment par rapport à celle-ci. Je me souviens de phrases qui notent qui marquent plutôt en disant mais on sait pertinemment que l'épreuve d'une fausse couche est souvent un choc, un drame silencieux dont les douleurs sont vécues dans l'ombre et auxquelles, d'une certaine manière, notre société ne prépare guère, ou on la met finalement un petit peu vite de côté. Et le fait d'avoir mis en place ce dispositif qui s'inscrit à la fois dans une politique de santé des femmes au travail, mais également dans une politique d'égalité entre hommes et femmes, afin que chacun puisse être sur un même pied d'égalité, les retours sont plutôt en effet très positifs en soi. Et je mettrai de côté le côté pardon, mais je ne peux pas m'en empêcher, désolé. Évidemment qu'il y a eu des petites railleries qui ont continué. Je vous laisserai imaginer de la jante féminine, un peu, la jante masculine, un peu, également dans le sens où tout ne s'est pas fait non plus sans difficulté, sans petites plaisanteries diverses et variées. On n'a jamais d'avancée sociale sans ce type de... On le sait. Exactement. C'est un prix à payer qu'on est tous prêts à payer pour cheminer et explorer sur nos sujets. Peut-être un petit retour, nous, de ce qu'on a quand donc on déploie parfois la solution chez des clients qui n'ont pas forcément encore avancé sur ces accords d'entreprise et cette politique de congé et qui prennent le sujet par l'accompagnement en premier.
Et c'est intéressant les retours qu'on a en termes de besoins finalement des collaboratrices. Alors évidemment, il y a la gestion des absences qui est un des besoins, mais il y a aussi la question de l'aménagement du travail, qui est une question qui demande, alors dans le cas de l'endométriose, du cas par cas, dans des organisations qui ont tendance à avoir besoin de standardiser parce qu'on a beaucoup de collaborateurs et c'est pas évident de faire du cas par cas pour chacun. Donc on a beaucoup dans les grandes demandes, c'est télétravail, donc possible ou pas selon les terrains, c'est aménagement de poste. On a aussi énormément de demandes sur les reconversions en fait de mobilité horizontale parce que le poste peut pas nécessairement être, enfin la personne peut pas en fait faire son travail avec son état de santé. Et on voit que quand on déploie ces dispositifs, ça vient aussi forcément heurter ce volet organisationnel et prise en compte de chacune dans sa et de chacun, parce que bien sûr c'est inclusif, ça c'est aussi le cas sur d'autres pathologies. Sur sa trajectoire au travail. Donc, je ne sais pas si là-dessus, vous avez couplé, voilà, est-ce qu'il y a des couplages qui sont faits entre ces dispositifs d'accord et la possibilité de faire de l'accompagnement finalement individualisé de carrière sur ces sujets. Parfois, ça passe aussi par les RQTH dans les entreprises. Enfin, on voit beaucoup de cas de figure très variables. Là-dessus, ce serait intéressant si vous avez des retours ou des choses qui vous sont aussi remontées en termes de besoins. Bah, peut-être pour compléter ou rebondir sur cette question, Chloé. Alors, on n'a pas que des cadres, contrairement à ce que certains peuvent penser parce qu'on s'appelle L'Oréal et qu'on n'a que du marketing, etc. Il se trouve qu'on est, si je prends la France, on est 15 000, mais j'ai aussi bien des usines avec des opératrices de conditionnement que des femmes dans le monde tertiaire. Et le point, il est important, c'est comment vous pouvez adresser finalement un même sujet, mais dont la matérialisation peut avoir des implications un petit peu différentes. Et je dirais bien qu'on n'a pas fait spécifiquement pour l'endométriose, mais le télétravail est développé maintenant. On a commencé en 2008 avec les premières expérimentations, puis il y a eu forcément une accélération post-Covid. Mais quelque part, voilà, on n'a pas attendu et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des règles douloureuses sans même aller jusqu'à être en incapacité sur une journée à cause d'une endométriose aiguë. Elles ont adapté, elles savent utiliser ce dispositif. On a des horaires variables, pareil, pour une partie des fonctions où elles fonctionnent, en tout cas qui sont régies par ces modalités. Eh ben, on peut décaler son arrivée, on peut arriver à, j'allais dire, faire preuve de souplesse. Et finalement, les jours d'absence tels qu'on les a formalisés, c'est peut-être aussi pour pouvoir répondre à celles qui ne sont pas éligibles à du télétravail parce qu'elles sont opératrices de conditionnement ou d'autres métiers du terrain, parce que effectivement l'absence doit être prise en considération pour des questions de production, tout simplement, et d'ajustement d'effectifs dans les entrepôts notamment. Donc, voilà, moi je crois beaucoup à une approche d'abord globale de la santé. Alors, elle peut être genrée, mais c'est l'approche globale quand même des questions de santé et que notre responsabilité, c'est de proposer finalement une forme de diversité de solutions pour pouvoir répondre de manière singulière à chacun sans opposer les uns par rapport aux autres. Et pour éviter probablement alors on a eu les petites remarques des hommes, des femmes comme partout. C'est pas parce que c'est quelque chose pour les femmes que les femmes entre elles ne sont pas très dures non plus. Elles considèrent que elles ont bien traversé toute une carrière sans même faire savoir qu'elles étaient mal le matin, etc. Pour les hommes aussi.
Après, je vais vous dire, ça n'a pas été pire que quand on a mis des serviettes hygiéniques dans les sanitaires. Voilà, il y a ceux qu'on dit bah, pourquoi, et puis ceux qu'on dit pourquoi pas. Et puis finalement, les choses se sont faites. Et, et, euh, et aujourd'hui, la question de l'égalité homme-femme, en fait, on l'a un peu contournée en élargissant finalement le bénéfice de ces 3 jours d'absence ou de l'ensemble des dispositions qui apportent de la flexibilité en incluant d'autres pathologies. Et en fait, d'un seul coup, je vais vous dire, ça a déstigmatisé complètement le sujet, ça l'a rendu absolument pas tabou. J'avais des personnes qui me disaient, oui, mais moi, attendez, j'ai des migraines olfactiques aiguës, comment je fais? Moi, j'ai la maladie de Crohn. Et en fait, on s'est dit, mais finalement, ce qu'on a fait pour l'endométriose, si c'est une question de santé, pourquoi ne pas englober et être beaucoup plus inclusif? Et du coup, là, vous sortez du cadre, c'est hommes, c'est femmes, voilà. Et donc, c'est un peu le sens sur lequel aujourd'hui on a travaillé et qu'on a mis en place à compter du 1er janvier de cette année, à venir, 2024. Merci sur ce point. Je voulais rebondir sur une question qui a été soulevée tout à l'heure par Xavier sur le fait qu'on entend. Qu'est-ce que vous pensez en fait du rôle de l'entreprise, enfin de l'intervention des entreprises sur cette définition de cadre versus la définition d'un cadre légal? C'est vrai qu'en passant par l'entreprise, ça permet quand même de s'adapter au format et à la manière et à la nature et au fonctionnement de l'entreprise. Et en même temps, est-ce qu'un cadre légal ne permettrait pas de clarifier la situation? Je laisse la question ouverte et je vous laisse Je pense que ça peut combiner les deux. C'est-à-dire le cadre légal peut faire preuve d'une intention au niveau du gouvernement et de la prise en charge. Après, effectivement, ça peut être adapté de manière totalement différente et c'est par essence différent en fonction de la structure des effectifs d'une entreprise. Quand on est effectivement sur du temps de travail contraint ou si sur des horaires collectifs, c'est pas la même chose en termes d'organisation et de productivité. Donc, je pense effectivement qu'il y a besoin d'un encadrement général, générique, qui donne un peu, qui ouvre la porte, mais de laisser les partenaires sociaux, en fonction de la typologie des boîtes, prendre les solutions qui correspondent aux entreprises. Il y a peut-être un risque sur le cadre légal. Enfin, c'est une question ouverte, je n'ai pas la réponse, mais sur ce fameux sujet de parité et d'égalité salariale, c'est-à-dire qu'en fait, on va acter dans la loi, dans un projet de loi, que les femmes, mais c'est tout à fait légitime de le faire, encore une fois, mais que les femmes ont finalement un droit d'arrêt de travail supérieur à celui des hommes. Et moi, je me questionnerais dans le contexte actuel dans lequel on entend encore les blagues dont on parlait tout à l'heure, s'il n'y a pas un backlash possible sur les rémunérations finalement, sur la perception à nouveau de la femme qui n'est pas très apte au travail parce qu'elle a trop d'événements de vie. Et c'est là où, aujourd'hui, nous, on n'est pas positionné fermement sur ce sujet. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, un moment de retour de bâton, une fois qu'on a acté un bénéfice, alors que ce n'est pas, on parle de santé supplémentaire pour les femmes. Moi, je partage assez en fait, je partage aussi ce qu'a dit Xavier, c'est que si les entreprises attendent toujours le législateur pour mettre en place des choses, je vais vous dire, je pense que on ne joue pas notre rôle d'entreprise responsable à l'écoute des phénomènes de la société. Je pense que l'entreprise et les entreprises sont là aussi pour prendre des initiatives, faire bouger les lignes et peut-être montrer aussi comment un sujet peut être abordé sans devenir, excusez-moi, une usine à gaz, peut être contre-productif parce que c'est un peu le risque aussi. Parfois, on voit quand le législateur s'empare d'un sujet, c'est soit tellement cadré que ça ne vise plus personne, et donc on passe à côté, soit c'est
avec tellement de tiroirs que en fait, ça vous empêche de faire quelque chose et donc vous créez des solutions en parallèle. Donc, moi, je pense qu'il faut, voilà, il faut mener les deux et si on a l'opportunité en tant qu'entreprise d'influencer l'écosystème avec d'autres entreprises qui vont enclencher le mouvement, etc., ça fera peut-être écho justement à des initiatives gouvernementales pour aller ou non vers des lois, ça j'en sais rien. Moi je sais qu'à un moment donné, c'est vrai que quand c'est inscrit dans le marbre, c'est pas toujours très... c'est sécurisant, oui, mais, hein, si je puis dire un peu les choses comme ça. Et puis moi je crois il faut que chacun prenne pleinement sa responsabilité. Voilà, je pense que les entreprises ont un rôle à jouer, quoi. En tout cas, nous, c'est notre conviction à L'Oréal. Euh, on a un rôle à jouer en tant qu'acteur économique, acteur social, acteur responsable, parce qu'on a tous un nombre de collaborateurs importants qui, additionnés à ceux de métro, additionnés voilà, aux uns aux autres, ben, on représente quand même du monde. Et je pense que c'est important qu'on soit à l'écoute de nos collaborateurs et donc on prenne ce type d'initiative une fois qui peuvent être prises, qui peuvent être en parallèle de l'État. J'ai pas de souci avec ça. Au contraire, je pense qu'il faut. C'est comme ça qu'on fait bouger des lignes. Sinon, on en serait encore à. Moi, je me souviens à l'époque des congés paternité et autres. Voilà, à un moment donné, il faut bien que des entreprises poussent un peu plus loin. Et puis finalement, il y a un mouvement de fond et puis on y va tous. Les législateurs nous accompagnent et c'est tant mieux. Tout à fait d'accord. Nicolas, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Avec grand plaisir, Marine, Je le surtout sur savais, ce sujet. je le savais. Non, je peux être que à 100 000% d'accord avec Emmanuel. Je pense que, à défaut d'un État, c'est pas haro sur l'État dans le sens où, et on l'espère vraiment, l'inscription dans notre constitution, l'interruption volontaire de grossesse qui serait d'une certaine manière une première dans le monde. On a d'une certaine manière la chance en France d'avoir un État qui agit et qui protège. Alors après, ça c'est le versant nord. Le versant sud, on pourrait dire également que c'est un État peut-être qui agit et qui protège un petit peu moins qu'il ne le faisait précédemment. Et dans ces cas-là, est-ce que c'est la fin de l'État-providence? Je ne sais pas, mais en tout cas, les entreprises peuvent le faire à la place de l'État. Et donc, on pourrait avoir l'émergence, j'adore ce concept d'entreprise-providence qui, à l'instar de L'Oréal, qui a ce rayonnement, que ce soit au niveau de la France ou à l'international. Alors, je n'ai pas d'action chez L'Oréal, que les choses soient claires, mais en tout cas, je pense qu'on a besoin des entreprises à la fois du CAC 40, du SBF 120 pour aller justement porter ces messages et puis d'une certaine manière faire en sorte que de reconnaître le caractère incapacitant des menstruations au travail, reconnaître le temps de deuil nécessaire pour les femmes affectées par une fausse couche, reconnaître la dignité et le bien-être comme point prééminent de notre capacité au sein de ces entreprises à faire société avec notre responsabilité sociétale, bah là, dans ces cas-là, oui, je pense que l'entreprise a vraiment, vraiment un rôle à jouer. Et donc, à l'instar de L'Oréal, nous serons également dans la partie sur ce sujet. Xavier, je ne vous oublie pas, bien évidemment. Merci à tous les trois. Pardon, Xavier, vous voulez rebondir encore? Non, je disais oui, non, c'est gentil, à notre toute petite échelle, effectivement, on contribue aussi. Je crois que c'est un bon sujet pour, une bonne manière de clore la partie discussion entre nous et peut-être d'ouvrir justement la porte aux questions qui ont été posées pendant le live et elles sont nombreuses. Donc, on a 25 minutes pour encore échanger et vous poser des questions. Laura, si tu veux lancer le mouvement. Oui,
On a eu beaucoup de questions. J'espère qu'on pourra répondre à toutes les questions. Je vous les transmets. Donc, ça touche différents sujets, notamment l'aménagement des conditions de travail, l'application livre, la gestion administrative de tout ça. On va commencer par la question d'Aurélie, qui s'adresse à tout le monde. Parfois, ça ne s'adresse qu'à une seule personne et on le précisera. Elle demande si, quand vous parlez d'absence, vous avez beaucoup parlé d'absence en termes de dispositifs, est-ce que le travail est possible également? J'ai vu que Xavier avait répondu dans le chat en disant qu'on parlait d'absence évidemment rémunérée à 100% et non comptabilisée en tant que congé payé ou de RTT, en tout cas pour Good Days. Voilà, quelle est votre position sur le télétravail? À côté de cette première réponse, je veux dire que le télétravail est aussi un outil de réponse, hein, puisque je dirais la douleur n'est pas forcément, ne provoque pas une incapacité totale. Ça peut être effectivement le confort de pouvoir rester chez soi et de ne pas prendre le métro pour aller au boulot. Donc on a effectivement un mix, hein, de solutions qui se passent à travers des jours d'absence, mais aussi la possibilité d'avoir recours au télétravail. Et juste par rapport à la question, c'est pas bien sûr, c'est payé. Il y a, quoi, moi, je veux bien qu'on autorise à s'absenter, mais tout l'intérêt de l'accompagnement qu'on propose, c'est que ça ne vient pas s'imputer sur des congés payés, des RTT. C'est des choses qui viennent en plus, si je puis dire, de l'ensemble des droits à s'absenter en général, mais qui ont des motifs différents. Là, c'est simplement associer un motif, entre guillemets, ou une cause à un droit à absence rémunérée. Idem de mon côté. On peut passer à la question suivante. Sachant que j'ai l'impression que la question suivante, on en a déjà un petit peu parlé, mais ça vaut le coup de lire le message parce qu'il est aussi très agréable. C'est un message de Valérie. Bravo pour vos initiatives pionnières sur la prise en compte de la santé de la femme en entreprise. En dehors des congés menstruels, avez-vous réfléchi à un accompagnement autre? En réalité, les femmes évitent au maximum de s'absenter, mais auraient besoin d'aménager leurs conditions de travail pour mener à bien leur mission malgré la maladie. Je pense qu'effectivement, on en a déjà un petit peu parlé sur l'aspect et télétravail et des solutions plus liées à la prévention, à l'accompagnement, notamment en revenant sur Liv. Je ne sais pas s'il y avait d'autres points que vous vouliez aborder justement sur l'accompagnement en dehors des absences autorisées. Je pense qu'on a déjà fait le tour avec effectivement le télétravail, l'accompagnement via la plateforme Liv. Je pense qu'il c'est déjà pas mal. Je vois pas trop effectivement on peut y réfléchir, mais pour l'instant, je pense qu'on a un pack qui est pas mal, quoi, déjà, avec ça. Il peut quand même y avoir ce sujet reconversion, peut-être moins pour les cadres, Ouais. mais en tout cas, je ne sais pas, Nicolas, il peut y avoir aussi ces sujets de station debout. On sait que ce n'est pas très compatible avec la maladie et d'accompagnement finalement de personnes. Donc là, je suppose que ça se fait au cas par cas et c'est tout à fait différent du dispositif congé menstruel et qui a juste un guichet, j'appelle ça un guichet chez vous pour traiter ces sujets-là. En tout cas, ce qui est important, c'est l'individualisation. C'est-à-dire, chaque cas est différent. Et donc, en fonction, en effet, du job de chaque personne, c'est totalement différent de travailler au siège que de travailler en halle, où généralement la station debout est majoritaire. Il n'y a pas de télétravail également au niveau des halles. Donc, il faut qu'on s'adapte à chaque situation personnelle surtout. Gardons l'individualisation et le à la carte dans le cadre d'un dispositif en mode zone rouge et puis ensuite en mode zone bleue où on s'adapte également en fonction de chaque situation. Oui, puis moi je compléterais en disant qu'en fait, on aménage les conditions. Parce que nous, on a nos beauty advisors qui sont dans les grands magasins, c'est pareil, elles sont debout toute la journée. Mais en fait, quelle que soit la pathologie, l'origine d'une difficulté à rester debout, en fait, ça fait juste partie de notre responsabilité d'aménager. Et donc, en fait, ce qu'on fait pour une femme souffrant d'endométriose qui a des difficultés à rester debout
en station prolongée, on le ferait pour une autre, entre guillemets, infection ou difficulté. Donc, en fait, on n'a pas une approche spécifique. Je pense que ça fait partie de notre culture d'écouter les difficultés de santé et d'adapter les conditions pour maintenir le plus longtemps possible la personne dans l'emploi. Non, tout à fait d'accord, et effectivement, on le fait déjà, effectivement, on accompagne des pathologies ou des douleurs différentes déjà. Et ce qui est marrant et ce qui illustre bien le fait que chaque situation est différente, c'est que nous, notre problématique, on a plutôt des populations assises et on va plutôt investir sur du matériel de bureau qui se relève pour qu'ils puissent rester debout. C'est toute la question du mouvement, en fait, de ne pas rester statique, soit en position debout, soit en position assise. Question C'est vrai que... d'ergonomie. Ouais. Prochaine question. J'enchaîne. Oui, je précise simplement un point parce qu'on a plusieurs questions au sujet de l'application Live et de notre accompagnement. Je propose de se garder 5 minutes à la fin pour répondre à... Je regrouperai toutes ces questions qui sont les mêmes. Alors, je vais enchaîner avec 2 questions parce qu'il y en a une qui est assez courte, qui s'adressait notamment à Emmanuel. Amidouni voulait savoir si le dispositif qui est déployé était également déployé à Mayotte. Alors, pour l'instant, alors déjà là où on a des collaborateurs et des collaboratrices, donc je ne suis pas sûre qu'on en ait à Mayotte. Mais en tout cas, ça fait partie de la politique sociale en France au sens large du terme de ce qu'est la France et tous les territoires que ça inclut. On est en train de voir comment l'inscrire comme ce qu'on appelle nous un must-have dans le cadre de notre programme international Share and Care. Et à ce moment-là, ça concernerait toutes les filiales tous les pays, dans lesquels L'Oréal a une filiale. Après, l'expression, elle peut être un peu différente selon la culture du pays, selon l'état d'avancement aussi de la question. Et on est encore pour l'instant dans plutôt une approche sur le territoire national au sens large. Et puis, on va voir après comment l'étendre à d'autres pays. Maintenant, si c'est le cas, si on a du monde à Mayotte, il n'y a aucune raison qu'ils échappent à cette disposition. Ce n'est pas une spécificité. Merci. J'enchaîne simplement avec la prochaine ensuite, parce que là, c'était assez rapide. C'est Caro, alors j'imagine que son prénom, c'est Caroline, qui demande, est-ce que les arrêts pour ce type de congé sont subis par les managers ou est-ce qu'ils arrivent à anticiper les absences? Est-ce que les personnes utilisant ce type de congé arrivent à prévoir, anticiper leur arrêt? Ce que je peux répondre par rapport à l'expérience qu'on a d'1 an et demi, c'est que les managers ont appris à anticiper, puisqu'ils ont pu effectivement avoir la vue sur les personnes de leurs équipes qui peuvent être susceptibles de recourir à ces absences. Voilà, et ça se fait tout à fait simplement. Voilà, par contre, effectivement, on n'est pas en production avec des lignes de production qui font que c'est plus problématique. Mais voilà, ça peut, alors ça s'anticipe sans vraiment s'anticiper, de la même manière que tout arrêt maladie, pas forcément anticipable non plus. Les managers doivent aussi vivre avec ça. Je dirais en complément, c'est par essence même qu'en tout cas, la manière dont on l'a conçu et l'objectif qu'on poursuit, c'est justement de permettre de faire face à quelque chose qui ne s'anticipe pas. C'est-à-dire que c'est quand le matin, voilà, vous êtes dans cette incapacité de venir travailler, c'est pouvoir répondre. Après, le manager, voilà, il le fait pour aussi, vous savez, un retard quand quelqu'un, je sais pas, doit aller déposer son enfant ou a une difficulté, voilà, il s'adapte. En fait, on va lui demander de maintenir cette adaptabilité sur le phénomène qui est celui des jours d'endométriose. Merci, je vais passer à la question suivante. Alors, c'est une question de Pascal qui s'adresse plus spécifiquement à Emmanuel et Nicolas. Le dispositif proposé est-il négocié dans le cadre d'un accord QVCT, initiative des organisations syndicales ou de la direction? Un sondage préalable a-t-il été fait auprès des salariés? Quid du fonctionnement si plusieurs absences simultanées? Donc, ça fait beaucoup de questions liées très spécifiquement à la mise en place des dispositifs. Peut-être que vous pouvez apporter 2-3 précisions à ce propos. Avec plaisir.
Négocier avec les partenaires sociaux, oui, mais j'ai envie de dire plutôt dispositif co-construit avec les partenaires sociaux plutôt que négocier avec les partenaires sociaux. Donc inscrit dans le marbre, en effet, dans le cadre d'un accord. Et après les autres questions, pardon Marine. Il y avait la question d'un sondage auprès des salariés et le point du fonctionnement si plusieurs absences simultanées. Pas de sondage. Pas de sondage pour arriver en tout cas à cette solution. Et puis là, pour le coup, si plusieurs personnes, là aussi, ça va être un petit peu redondant par rapport à nos réponses précédentes. On s'organise. Après, quelquefois, et notamment dans certains de nos modules qui pourraient être impactés par plusieurs absences, et notamment sur les plus petits modules, on fait, j'ai envie de dire, quelquefois au mieux, et on fait surtout appel à notre bon sens. On peut faire reporter ça sur les épaules du manager. Pour autant, le manager peut lui-même être concerné par... Donc après, ça va être on va escalader. Je pense que c'est avant tout le fait que c'est un dispositif d'entreprise. Et comme tout dispositif d'entreprise, il a été réapproprié et on fait en sorte qu'il soit réapproprié par le plus grand nombre. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, ça se passe, on va dire, pas trop mal. Tout n'est jamais parfait, loin de là, mais en tout cas, on essaye de faire en sorte que ça se passe du mieux possible. Merci. Et juste pour L'Oréal, on n'a pas négocié dans le cadre d'un accord, on ne l'a pas négocié avec nos organisations syndicales, c'est une initiative direction. On a partagé lors des négociations annuelles obligatoires, mais vraiment à l'initiative de l'entreprise, sans sondage, et même réponse que Nicolas sur la simultanéité des absences. On gère, ça fait un peu partie du quotidien dans le monde de l'entreprise. J'enchaîne sur la prochaine question de Laura qui demande si est-ce que le congé menstruel ne devrait pas s'accompagner d'une formation des managers et ou des salariés pour justement les sensibiliser au sujet de l'endométriose et peut-être éviter ces railleries dont vous avez parlé. Oui, complètement d'accord. Je ne sais pas s'il faut parler de formation, mais de sensibilisation. En tout cas, ça engendre beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Donc, à ce titre-là, en effet, on se doit de sensibiliser, que ce soit au travers de ce dispositif. Et d'une certaine manière, si j'extrapole un petit peu au niveau de l'ensemble des maladies chroniques, même si je ne les mets pas bien évidemment dans la même catégorie, mais plus on donnera finalement une boîte à outils à tout à chacun pour savoir exactement comment appréhender d'une certaine manière ces différentes situations, et mieux ce sera, et moins on évitera les travers, les railleries, et j'en passe, et hélas, non pas des meilleures dans ces cas-là, mais des moins bonnes. Donc, équipons finalement tout à chacun de la meilleure des manières qui soit pour éviter ces difficultés. Donc, sensibilisons. Oui, peut-être pour ajouter un point sur le sujet, je pense que ça ne marche pas sans sensibilisation, une situation d'absence répétée est bonne pour personne. C'est-à-dire que la personne qui doit être absente, en général, n'a pas envie de l'être. Ça, c'est un monde qu'on ne connaît pas, qui vient entraver son travail. Donc, comment on agit aussi en sensibilisation, en haut, en amont, autant qu'en aval. Et en préventif aussi, autant qu'en curatif, parce que finalement, la gestion des absences, on est dans le curatif et dans l'adaptation de l'organisation à une situation qui déjà crée de l'absence. Donc, la question pour nos éclaireurs et pour la suite, c'est comment aussi, et c'est ce qui est fait dans les différentes organisations qui sont ici, comment on remonte sur ces sujets en prévention, en complément bien sûr du système public et puis du parcours de soins. Prochaine question
Question de Philippe. Je rêve peut-être, mais est-ce que pour partager le sujet entre employeurs et salariés, on ne pourrait pas activer des dispositifs de dons de jours, comme ça se fait pour l'aide aux aidants? Les jours octroyés seraient ainsi portés par l'employeur et possiblement par les salariés, hommes compris. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une vaste proposition. Alors, en fait, j'allais dire, pourquoi pas. Après, nous, on a un dispositif de don de jour qui existe, hein, qui fait appel à la solidarité des collaborateurs et que l'entreprise abonde par ailleurs. Mais il va viser des situations, on va dire, particulièrement exceptionnelles qui nécessitent en fait de rester auprès d'un proche et c'est pas pour financer les absences d'un collaborateur pour sa propre condition de santé. Et après, c'est quand même assez difficile. Il me semble que voilà, il faut oui, il faut éviter aussi de il y a plein de sujets et je pense que chacun a un peu ça doit être adressé sans confusion pour que les choses soient claires aussi pour les collaborateurs, les managers, la direction. Après, oui, le don de jour, il a son efficacité, il a une réalité dans l'entreprise. Je ne sais pas si c'est une réponse au sujet des règles douloureuses et ou invalidantes et de l'endométriose. Non, pareil. Enfin, moi, le don de jour, je l'assimile effectivement à un support apporté sur des événements exceptionnels. Est-ce qu'on doit considérer que l'endométriose est un événement exceptionnel? Je ne suis pas sûr que ce soit le bon sens à prendre si on veut éviter la stigmatisation. Voilà, donc mais bon, question ouverte. Hein, j'ai pas là, c'est une première réponse à chaud. Hein, mais bon, tout ça se discute. Alors, on a le temps pour une dernière question avant de passer sur la question plus précise qui concerne la solution Liv. Donc, je m'excuse pour les autres questions qui n'auront peut-être pas le temps d'être adressées. Il s'agit d'une question de Valérie qui demande si vous menez chacun dans vos entreprises respectives des actions pour les aidants, surtout dans le cas de l'endométriose, mais aussi dans le cas d'autres pathologies. Alors oui, à L'Oréal, on a des dispositions propres aux proches aidants, que ce soit le financement du congé légal, mais que ce soit d'autres journées, que ce soit des temps de prise de parole, l'accompagnement pour par nos assistantes sociales et autres. Mais là aussi, pour moi, il faudrait qu'on ait un webinaire dédié à la question des salariés aidants pour qu'on puisse voilà, vous apporter davantage de réponses très opérationnelles. Et oui, on a des dispositifs dédiés à la question de l'accompagnement des aidants. Idem. Pas de dispositif chez nous pour le moment. Merci beaucoup pour vos réponses à toutes ces questions. On va effectivement, pour tenir le timing, passer aux deux dernières questions qui sont plus focalisées sur Liv. Donc pour Liv, la solution Liv est ouverte à quel type de public et en quoi consiste l'accompagnement Liv avec les entreprises? Chloé, c'est à toi. Alors aujourd'hui, l'application Liv, elle est ouverte à toutes les personnes qui sont diagnostiquées d'endométriose ou qui sont en fin de parcours diagnostic et qui sont les collaboratrices de nos partenaires, donc L'Oréal avec le déploiement cette année, Good Days et d'autres, des partenaires qui sont soit entreprises ou mutuelles. Donc c'est un choix assumé de faire finalement reposer la prise en charge de cet accompagnement, de la faire proposer par les employeurs et également par les mutuelles et assurances qui ont un rôle clé à jouer sur le sujet de la prévention et de la santé.
Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'elle est accessible. On a, bien sûr réfléchi à l'accès direct, de tout un chacune, sur ce sujet. Aujourd'hui, voilà, on pense qu'une prise en charge est nécessaire. On est sur un sujet qui crée, une forme d'injustice de santé, hein, on va le dire, qui crée, de l'injustice, financière. Et donc, dans notre vision, le sujet de l'accompagnement et de la prise en charge de la maladie, doit être pris en charge, par des tiers de confiance, et notamment des employeurs. Donc c'est comme ça qu'on déploie, petit pas, moyen pas, puis grand pas, notre solution, à travers les entreprises. Et l'autre sujet, c'était il y avait 2 sujets, 2 questions, non? Où j'ai répondu. En quoi consiste, l'accompagnement avec Donc les c'est un entreprises? D'accord. Donc là, en fait, l'idée, c'est que l'employeur, donc on est en toute, confidentialité au sens où, on va, avec l'employeur faire une campagne de sensibilisation, et derrière le déploiement du service, va être uniquement, géré par Liv. Donc, il y a on va dire une muraille qui est faite entre, l'opération du service et l'employeur pour préserver, la confidentialité. Et donc l'accompagnement des entreprises, ça va être à la fois cette campagne de sensibilisation, la mise à disposition, de l'application pour les, collaboratrices, et parfois aussi, comme c'est le cas, chez Good Days, les conjointes des collaborateurs, dans une démarche, justement de se dire: «C'est pas un problème de femmes, c'est un problème de société», donc on laisse, très ouvert, le champ des inscriptions, c'est possible aussi. Et après avec l'entreprise, on va bien sûr avoir des temps d'échange et de réflexion aussi, sur des sujets organisationnels qui peuvent émerger, du déploiement de l'application. Parce que nous, on déploie en santé individuelle, mais bien sûr, il y a un volet parfois, organisationnel qui peut nous être remonté, dans certaines entreprises et donc on va travailler, main dans la main aussi, pour venir, faire remonter les besoins aussi, du côté des directions RH, et travailler à trouver justement, ce dont on parlait tout à l'heure, ces dispositifs individuels quand ils sont souhaités par la personne. Merci Chloé. Il est 13h28. Pour qu'on soit parfaitement dans les temps, je propose de conclure, cette heure et demie passée ensemble sur ce sujet du congé menstruel. Conclure, en vous remerciant, vous tous, d'avoir été, présents et les participants, que vous voyez à l'écran, nos invités. Merci, Emmanuel, Xavier, Nicolas. Merci Chloé, merci Laura, d'avoir abordé ce sujet, de toutes ces manières différentes. Je pense que c'est ça qui fait, et la complexité et la richesse de ce sujet. Je pense qu'on peut voir aussi que, quelle que soit, l'entreprise, la taille, le cadre dans lequel on travaille, il y a des possibilités de l'adresser en essayant d'être le plus juste, entre guillemets, possible. Et je pense que c'était ça, le propos aujourd'hui, c'est de montrer qu'il y a différentes, manières d'aborder ce sujet-là, et que le but, c'est toujours, le mieux-être, des employés et le rôle que l'entreprise peut jouer justement, par rapport aux employés. Merci donc à tous, pour vos mots, ce que vous nous avez expliqué et la richesse de tout ça. Chloé, est-ce que tu veux ajouter un petit quelque chose pour conclure? Non, merci beaucoup et puis, on sera très heureuse, et très heureux de poursuivre les échanges, sur tous les sujets connexes, qu'on a commencé à effleurer, du doigt, aujourd'hui. Donc, on pourra prévoir, d'autres, sessions webinaires, sur tous ces sujets, passionnants, où on est très content d'avoir des éclaireurs, comme vous. Donc merci pour votre temps et merci pour, ce que vous faites.